Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, 8h47 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue que nous allons commencer bien entendu avec l'ensemble des quotidiens israéliens qui continuent ce matin à se pencher sur le dossier du nucléaire iranien, mais qui traite l'actualité brûlante, à savoir les révélations du Premier ministre sur les mensonges nucléaires iraniens, si l'on peut dire comme ça, de manière diverse et différente. Le Israël Hayom affirme que le président américain Donald Trump tente à abandonner purement et simplement l'accord de Vienne de juillet 2015, mais souligne que les Européens s'unissent pour freiner cette tendance, et le journal souligne que désormais l'un des objectifs des Américains et des Israéliens sera d'empêcher, de bloquer le flux de milliards d'euros d'Europe vers l'Iran, sous-entendu un retour aux sanctions économiques contre le régime des Mollahs. Le Israël Hayom cite en première page les estimations de son correspondant en Europe, Eldad Beck, qui a recueilli le témoignage d'un haut fonctionnaire iranien. Celui-ci reconnaît que les révélations faites par Netanyahou lundi soir ont affaibli le régime de Téhéran et renforcer l'opposition iranienne. Dans son analyse de la réaction des Européens aux révélations israéliennes, Eldad Beck constate que, fidèle à la tradition européenne classique, le vieux continent cherche la conciliation à tout prix. Il se souvient que lorsque Mogherini avait présenté l'accord de Vienne avec Jawad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, eh bien, ils avaient ensemble parlé d'accords qui reposeraient sur la confiance mutuelle. Or, aujourd'hui, après que cette confiance ait été donc abusée par les Iraniens, la même Mogherini ne parle plus de confiance, mais de respect des engagements et de contrôle précis par l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Eldad Beck se demande pourquoi les documents récupérés par le Mossad n'ont pas été fournis justement par les Iraniens eux-mêmes à l'AIEA. C'est donc une preuve de plus donc de la volonté des Iraniens de duper le monde occidental. Contrairement aux Européens, Donald Trump depuis longtemps a compris que les Iraniens se moquaient d'eux, écrit Eldad Beck, qui estime que finalement les signataires européens pourraient accentuer leur pression pour rajouter donc, comme nous en avons parlé avec Michel Taubman tout à l'heure, un document annexe à l'accord de Vienne. Document qui mentionnerait les problèmes qui ont surgi depuis, à savoir la durée de l'accord, faire en sorte qu'il se prolonge dans le temps, et les missiles balistiques dont on a beaucoup parlé. Il s'agit des piliers dont on a parlé la semaine dernière lors de la visite d'Emmanuel Macron à Washington. Le Yediot Aharonot, lui, choisit d'aborder le dossier iranien en nous présentant sur sa première page, on va dire sur l'ensemble de sa première page, celui qui est apparemment le cerveau du programme nucléaire iranien. Il s'agit du professeur Moursan Farzrizada, que les agents du Mossad israélien appellent le docteur Strangelove. C'est l'un des professeurs en physique les plus prisés pour ses cours à Téhéran, et qui a également des diplômes en philosophie. Il est considéré comme celui qui est responsable direct du projet de production d'une bombe atomique à usage militaire. Et c'est bien entendu Ronen Bergman, le spécialiste des affaires secrètes du Yediot Aharonot, qui nous brosse son portrait ce matin dans le Yediot Aharonot. Yossi Yehoshua nous explique, toujours dans le Yediot, que les dizaines de milliers de documents dérobés par le Mossad dans le hangar de Téhéran sont arrivés en Israël en février dernier. Ensuite, il a fallu traduire les documents et utiliser pour cela des Israéliens parlant le perse et disposant d'une formation technologique, ce qui n'a pas été chose aisée. Yehoshua explique que le drone iranien qui a été envoyé en février dernier vers Israël et neutralisé par les forces de Tsahal dès qu'il a pénétré dans le ciel iranien était en fait une réaction des Iraniens après avoir compris que les Israéliens avaient dérobé les fameux documents de leur programme, les archives du programme nucléaire iranien sous leur nez. Cependant, le Yediot cite également des experts américains qui estiment que la constellation actuelle risque de conduire Israël et l'Iran vers une confrontation militaire. Ces experts américains n'hésitent pas à affirmer que la destruction dans la nuit de dimanche à lundi de 200 missiles sophistiqués iraniens dans 2 bases en Syrie est l'œuvre de l'armée de l'air israélienne et même d'avions F-15 de l'armée de l'air israélienne. Les journaux israéliens soulignent que le Premier ministre Netanyahou a passé une partie de sa journée d'hier à se faire interviewer par les chaînes de télévision américaines et que dans ses entretiens, il a rejeté la responsabilité de la tension actuelle sur les Iraniens. Quant à Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, il s'est insurgé contre ce qu'il a appelé l'hypocrisie de certains pays face aux révélations d'Israël sur les mensonges iraniens, allusion probablement aux pays européens. Ces pays préfèrent faire l'autruche et faire abstraction de la réalité actuelle selon laquelle c'est l'Iran qui tente de déstabiliser le Moyen-Orient, affirme Lieberman.
Quant au Haaretz, eh bien, il indique en perspective de la prochaine réunion sur le démantèlement d'armes, sur la non-prolifération d'armes nucléaires au Proche-Orient, eh bien, les Américains ont, semble-t-il, adopté point par point la position israélienne et ils affirment qu'il n'y aura pas de démantèlement d'armes nucléaires sans une reconnaissance d'Israël par l'ensemble du monde arabe. Le discours prononcé lundi soir par Mahmoud Abbas devant le Conseil national palestinien ne fait pas les manchettes des quotidiens israéliens, comme si d'une certaine manière la presse israélienne ne s'attendait plus à grand-chose de la part du raïs palestinien. Il faut donc aller jusqu'en page 19 du Israël Hayom pour découvrir l'essentiel et surtout le contenu fortement antisémite de ce discours, de cette allocution. Dans ce discours totalement déphasé, Mahmoud Abbas est revenu lundi soir donc sur l'essentiel de sa thèse de doctorat négationniste concernant la Shoah. Il a accusé le mouvement sioniste d'avoir coopéré avec Hitler. Il a répété qu'Hitler avait favorisé l'émigration des Juifs allemands vers la Palestine en leur permettant de transférer leur argent dans la banque anglo-palestinienne. Et il a affirmé que c'est le comportement social des Juifs, leur relation avec l'argent, qui a entraîné la Shoah, mais pas l'antisémitisme. Allant plus loin encore dans l'histoire, Mahmoud Abbas a prétendu qu'il n'y avait pas de rapport entre le peuple juif et la terre d'Israël et que les Ashkénazes n'étaient pas de véritables ascendances juives, mais qu'ils descendaient des Khazars, que la création de l'État d'Israël était un projet européen pour se débarrasser des Juifs d'Europe. Et au passage, pour l'anecdote, Mahmoud Abbas a même prétendu que Staline était juif. Et lorsque l'un des responsables palestiniens assis à côté de lui lors de cette soirée du Conseil national palestinien à Ramallah a tenté de lui rectifier en fait, ce mensonge très grossier et très évident, Mahmoud Abbas s'est entêté à dire le contraire. On peut dire que dans ce tissu de mensonges, la seule chose de sensé qu'est dit lundi soir le raïs palestinien, c'est qu'il a demandé à ses adversaires du Hamas d'éloigner les enfants palestiniens de Gaza de la barrière de sécurité. Le Maariv est le seul site qui mentionne justement ce discours en évidence et qui consacre sa première page à la réaction furieuse des Américains qui accusent le raïs palestinien d'avoir plongé bien bas en prononçant de tels propos antisémites. Les journaux nous indiquent que c'est aujourd'hui que le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit doit recevoir pour une nouvelle audience l'avocat de Sarah Netanyahou à l'ordre du jour une décision déterminante concernant une inculpation définitive ou non de l'épouse du Premier ministre pour fraude et corruption dans l'affaire dite des résidences du couple Netanyahou. Les journaux indiquent que l'on envisage actuellement très sérieusement un arrangement selon lequel Sarah Netanyahou reconnaîtrait les infractions commises, mais ne serait pas traduite devant la justice israélienne. Elle ne serait pas reconnue coupable, mais pourrait être sanctionnée. La chaîne de télévision 20, qui a commencé à diffuser il y a quelques mois des informations, a publié hier un sondage qui révèle que si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui en Israël, le Likoud obtiendrait 32 mandats, soit 2 de plus que le précédent sondage de mars dernier. Le camp sioniste 12, Yair Lapid 19, sans changement, le foyer juif 10, Kulanu de Karlon 7, Lieberman 6, Chasse seulement 4, Judaïsme de la Torah 7, la liste arabe 12, et Orly Abekassis 4 seulement. Il faut souligner que la chaîne ne mentionne pas, en tout cas l'information n'est pas mentionnée, le score du parti Meretz. Elle s'appelle Nicole Rosennikov, elle a 18 ans, elle est ravissante et pour cause, c'est la nouvelle Miss Israël qui a été élue hier soir et le Yediot Aharonot qui patronne en partie ce concours de Miss Israël annuellement lui consacre près d'une double page ce matin. La nouvelle reine de beauté israélienne, qui est volontaire dans un hôpital israélien et apparemment particulièrement dévouée envers son prochain, affirme qu'elle compte sur ce titre pour, je cite, « faire plus de bien dans cette société israélienne ». Une découverte apparemment importante qui est mentionnée ce matin en première page du Yediot Aharonot grâce à des technologies ultra sophistiquées, des techniques à infrarouge empruntées à la NASA américaine. Des chercheurs israéliens auraient découvert dans les parchemins de la mer Morte un nouveau livre biblique qui n'était pas connu à ce jour. Il s'agit de ce que l'on appelle Megillat Hamikdash. Il s'agirait d'un texte qui ne serait pas visible à l'œil nu sur les parchemins et qui a été retrouvé dans un des parchemins qui était dans la grotte 11 près de Qumran, donc un sujet à approfondir. Et puis, dans cette même page du Yediot Aharonot, c'est véritablement, on peut le dire, dans le cas précis, une page d'histoire de la radio israélienne qui se tourne avec la fermeture des studios historiques de Kol Israël, Rehov Elilien à Malkanon, de là où nous nous trouvons, donc près de Rehov à Nevi'im, les immenses archives de disques qui renferment des trésors comme par exemple le disque original de Yerushalayim Shel Zahav ont été placés dans des cartons et dans quelques jours, donc il n'y aura plus personne dans ces studios qui furent les premiers de Kol Israël et qui furent, on va le dire pour moi personnellement, les studios où j'ai commencé à faire ce métier qui
30 ans après, ou plus de 30 ans après, me passionne toujours. Donc, un petit pincement de cœur en découvrant dans ces pages de Yediot Aharonot ces studios abandonnés. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias en rappelant, comme le font les sites internet et les journaux, que c'est ce soir Lag BaOmer. Et après la catastrophe de la semaine dernière dans la Harava qui a coûté la vie à 10 jeunes Israéliens, les médias mettent en garde les jeunes contre les risques d'incendie consécutifs à l'allumage de milliers de feux de joie ce soir dans tout le pays. Et ce d'autant plus que le temps sera sec et qu'il y aura du vent. Donc la situation sera propice à des accidents. Le mot d'ordre est donc ce soir la vigilance. Voilà, donc c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et justement nous allons parler de Méron avec un habitant de la localité de Mitzveh Netofa, de la localité de Mitzveh Netofa qui est voisine de Méron, qui va nous parler un peu de ce qui se passera ce soir près de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.